La langue, c'est non seulement un espace de communication, c'est-à-dire ça sert à communiquer, pour que les gens communiquent entre eux, mais c'est aussi un espace de désir. La langue, elle porte avec elle toute une culture. Et la culture, qu'est-ce que c'est? La culture, c'est moi ce que j'appelle le désir d'être. Il y a trois niveaux dans l'être humain. Il y a le niveau du désir de survivre. Et là, on a besoin effectivement déjà d'un système de communication pour être efficace, pour survivre. On en avait besoin même quand on était, il y a très longtemps, dans le paléolithique, à l'époque paléolithique. Et puis, il y a le désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux, ce que j'appelle le luxe objectif. C'est-à-dire c'est du luxe, on sophistique la langue, mais en même temps, objectivement, ça rend nos actions plus efficaces, plus rapides, en quelque sorte. Et puis, il y a le dernier niveau, c'est ce que j'appelle le désir d'être, c'est un luxe subjectif. Non seulement on pouvait s'en passer, mais ça ne sert pas à quelque chose d'objectivement, définissable, ça sert à se définir, ça sert à dire ce qu'on est. Comme s'il y avait une sorte de dédoublement. Les êtres humains se dédoublent en permanence. Regardez, nous portons des lunettes, mais ces lunettes, elles ne sont pas là seulement pour nous permettre de mieux voir, elles sont là parce que, dans le langage commun, on va même dire « j'ai acheté ces lunettes parce qu'elles me ressemblent ». Ce sont des lunettes en écaille, ou des lunettes rouges, ou des lunettes bleues. Je dis quelque chose de moi. On se maquille, quand on est une fille par exemple, ou même certains hommes peuvent se maquiller, c'est parce qu'ils veulent dire quelque chose d'eux-mêmes. Ils se coiffent d'une certaine manière. Donc finalement, on pourrait dire que l'être humain est un être de langage. Même dans ce qui a l'air d'être le plus technique, même dans ses habits, il dit quelque chose, il communique, il met en scène sa vie. Lorsque la langue, au sens strict, la langue, participe positivement à une telle mise en scène, et que les gens ont le désir de s'identifier, ils sont heureux sur cette scène, eh bien la langue fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on va faire une politique de francophonie par le haut, en essayant de promouvoir la langue par le haut, qu'on va créer, moi, ce que j'appelle des espaces de désir d'être. Tant qu'on ne crée pas des espaces de désir d'être, eh bien les étudiants, par exemple, ils n'auront pas envie d'apprendre le français. Ils n'auront pas envie d'apprendre le français parce qu'ils ne désirent pas participer à cet espace de désir d'être particulier. Donc il est vrai que aujourd'hui, la société étant en situation de mondialisation, les espaces de désir d'être ne sont plus des espaces territorialisés sur la France, l'Allemagne, la Suède, les États-Unis. Ils peuvent être produits derrière les anciennes frontières qu'on appelle la France ou les États-Unis, mais en réalité, ils se diffusent sur l'ensemble de la planète. Alors, ils se diffusent sur l'ensemble de la planète et c'est là-dessus qu'il faut jouer si l'on veut arriver à avoir une vraie politique de francophonie. Par exemple, effectivement, sur la publicité. Puisque qu'est-ce que c'est que la publicité? La publicité, c'est le désir d'être. D'ailleurs, aujourd'hui, presque toutes les publicités sont des scénarisations. Elles scénarisent des individus qui sont supposés avoir une certaine beauté, vivre d'une certaine manière, vivre une certaine aventure. Et c'est comme si, avec la langue française, on pouvait vivre dans un monde, on pouvait être quelqu'un que l'on ne pourrait pas être si on parlait seulement anglais ou si on parlait seulement russe. Si on arrive à susciter ça, automatiquement, on induit le désir d'apprendre le français. C'est ce qui s'est passé avec le japonais et les mangas, ça a été dit par l'ambassadeur du Japon, l'ambassadeur du Japon à l'UNESCO, je crois, qui était là. Et c'est vrai, moi, ma propre fille, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est un dictionnaire franco-japonais. Alors qu'il n'y a pas japonais dans son collège, alors qu'elle n'a que 12 ans, et elle apprend par cœur des mots japonais par plaisir, parce qu'elle est fascinée par les mangas, elle connaît toutes les distinctions qui existent à l'intérieur des mangas, parce que ce monde lui plaît, donc elle veut s'habiller à la japonaise, elle veut vivre en japonaise, et bien évidemment, la langue au sens strict participe de cela, participe de cet espace de désir. Alors, le problème de la politique de la francophonie jusque-là, c'est que ça a été une politique défensive et exclusive, qui a fonctionné en concurrence avec l'anglais. Et moi, je ne crois pas qu'il faut fonctionner comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que le deal, voilà, je fais exprès d'employer un mot anglais, le deal de l'anglophonie planétaire n'était pas un si bon deal pour le Royaume-Uni. Pas un si bon deal parce que c'est une langue qui s'est simplifiée, qui s'est déformée. Et qui s'est tellement simplifiée et déformée que les Anglais eux-mêmes, les Britanniques et les Américains aujourd'hui s'en plaignent, parce que tout le monde parle anglais, mais en fait, personne ne parle vraiment anglais. Et il y a plus en plus de gens, y compris des décideurs, des acteurs mondialisés, qui veulent
une langue qui existe dans l'espace mondial et qui, en même temps, soit une langue plus littéraire, plus profonde, qui puisse donner l'occasion d'exprimer des sentiments que dans l'anglais de plus en plus formalisé, l'anglais du management, on ne peut plus formuler. Donc je crois que c'est ce jeu-là que le français doit jouer. C'est pour ça que je suis plutôt contre la loi Toubon sur la pureté de la langue française. Moi, je ne crois pas à la pureté d'une langue. Une langue, elle est utile, donc elle doit garder son utilité. Sinon, c'est de l'identité pure et ça devient névrotique. Ça devient névrotique, on veut défendre la langue pour défendre la langue, mais ça ne change rien. On a beau mettre tout l'argent qu'on veut, toutes les subventions qu'on veut, on ne fera rien de positif. C'est pour ça que, je disais, les lois Toubon, elles interdisent le fait de prononcer à la télévision, par exemple, des expressions qui sont des expressions en anglais. Mais la plupart des expressions en anglais qui sont intégrées à la langue française, elles enrichissent la langue française, elles ne la détruisent pas, puisqu'elles élargissent le champ d'expression. Elles élargissent le champ d'intelligence de la langue. Jadis, on avait des mots du grec qui passaient en français, du latin qui passaient en français. Ensuite, d'ailleurs, on a eu d'autres mots du latin qui sont passés en français, donc du bas latin. Par exemple, je prends le mot hôpital et le mot hôtel. Le mot hôpital, c'est la racine savante du latin, hospitalem, et le mot hôtel, c'est la racine vulgaire, toujours du latin, et en réalité, en latin, ça voulait dire une seule chose, l'hospice, le lieu de repos. En français, ça veut dire hôpital, mais pas exactement pareil qu'hôtel aujourd'hui. Pourtant, c'est la même chose. Eh bien, avec l'anglais, si on laisse les mots s'intégrer dans la langue française, on crée de la diversité, on crée de la multiplicité, on complexifie la langue et on la rend encore plus subtile. En revanche, que l'imparfait du subjonctif, qui est une forme très particulière au français, qui recouvre une subtilité dans l'expression, se perde, ça appauvrit la langue. Donc moi je suis pour qu'effectivement on essaye de promouvoir l'imparfait du subjonctif, parce que si on le perd, on perd une subtilité, on perd une dimension, une intelligibilité, mais en même temps, je ne suis pas pour la pureté de la langue doit s'hybrider. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle correspondra à son époque et qu'elle pourra créer des espaces de désir. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'impulsion politique. Je ne suis pas contre l'impulsion politique. Je dis seulement que l'impulsion politique, elle n'est là que pour amplifier un phénomène qui existe déjà, des désirs qui existent déjà. Par exemple, dans le luxe en France fait rêver. Ça peut donner envie à des gens de faire partie de la France. Une certaine forme de littérature fait rêver. Donc ça, il faut le promouvoir. Il faut le promouvoir très fortement. Et il n'y a pas d'art, il n'y a pas de culture sale, il n'y a pas de culture inférieure. Le problème aussi de la France, c'est qu'on considère un certain théâtre, une certaine culture comme étant quelque chose qui est digne d'être promu, mais pas la publicité parce que c'est supposé être bas et commercial. Mais c'est faux. C'est faux. Il faut promouvoir ce qui marche, paradoxalement. Il ne faut pas promouvoir ce qui ne marche pas. C'est ça déjà une première chose. La deuxième chose, la loi Toubon, elle interdit de prononcer des mots en anglais à la télévision publique, par exemple sur le mot pipeline et autres, etc. Plutôt que d'interdire de prononcer des mots, on pourrait au contraire imposer, non pas interdire, mais imposer qu'il y ait l'emploi de l'imparfait du subjonctif dans certaines conditions, dans certaines émissions, avec un taux imposé au chef de chaîne, qui doit y avoir, comme il y a aujourd'hui, un taux sur certaines chaînes, et je pense que c'est bien, de chansons françaises. C'est-à-dire qu'on est obligé, par exemple, même sur énergie ou je ne sais quoi, d'avoir un certain pourcentage. Et bien là, ça pourrait être une politique de la langue chez ceux qui, parce qu'ils sont dans les médias, parce qu'ils sont politiques, même quand ils s'expriment, chez les stars ou autres, ont une responsabilité par rapport à l'intégrité et à l'enrichissement de la langue. Donc là, oui, je ne suis pas contre des mesures de promotion, mais en général, des mesures de promotion qui seraient plus incitatives que contraignantes, effectivement. Ça, c'est une mesure, ce sont des mesures de base pour faire en sorte que la langue ne s'appauvrisse pas. Pour moi, l'essentiel, c'est que la langue ne s'appauvrisse pas. La langue ne s'appauvrit pas lorsqu'il y a des anglicismes ou des langues étrangères qui participent à la langue française. Elle ne s'appauvrit pas, au contraire, elle s'enrichit. Par contre, je vous dis, je suis pour une lutte contre l'appauvrissement. Mais ça, c'est une chose, à la limite, très superficielle. L'essentiel dans la diplomatie culturelle, par exemple, les instituts français à l'étranger. Les instituts français à l'étranger, aujourd'hui, sont de moins en moins pourvus financièrement. J'en sais quelque chose, je suis invité de temps en temps, et c'est terrible parce que c'est tout juste, si on vous donne juste le billet d'avion, quand on arrive sur place, on sent que c'est très très limité sur le plan financier. Mais je pense qu'on devrait mettre l'accent sur les instituts français, sur la collaboration universitaire, beaucoup plus qu'on ne le fait.
Là, on ne peut pas détailler les mesures beaucoup plus qu'on ne le fait. Mettre l'accent, je vous dis, il faut créer des focalisations sur ce qui est désirable dans notre culture pour quelqu'un qui n'est pas français. Il a envie d'appartenir à ce monde. Il a le sentiment que s'il parle français, il aura accès à quelque chose, à un univers auquel il n'aurait pas accès dans le cas contraire. Hein. Par exemple, en France, il n'y a pas que le vin, la nourriture, etc. Il y a un accent qui n'est pas mis sur quelque chose qui est fondamental en France, c'est la science, par exemple la médecine. La médecine française est probablement une des meilleures au monde, si ce n'est la meilleure au monde. Même si elle a été très... Lorsqu'il y avait cette espèce d'angoisse du sida à partir des années 80-90, aux États-Unis, on avait des milliards qui ont été dépensés pour isoler le virus du sida. Eh bien, c'est quand même en France que le virus du sida a été isolé. C'est-à-dire que, voilà, et ça, quand je parle de diplomatie culturelle, je dirais, aujourd'hui, les revues scientifiques, je parle du point de vue scientifique, aujourd'hui, les revues scientifiques de premier plan, de catégorie A, à l'échelle planétaire, sont anglaises, sont anglophones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des chercheurs français, même si ils ont des idées excellentes, ils trouvent des choses fantastiques, eh bien, ils ne font pas l'effort de publier dans ces revues anglo-saxonnes. Certains le font, d'autres ne le font pas. Ce qui fait que nos universités vont être très très bas dans le classement, alors qu'il est faux qu'elles sont moins bonnes. Parce que quand on fait de la recherche, a priori, l'important, ce n'est pas de publier plus d'articles, comme ce qu'on pense dans selon la méthode américaine, mais c'est de publier des articles qui disent quelque chose de nouveau et qui résolvent un problème. Hein. Eh bien, c'est quand même en France où le virus du sida a été isolé, c'est-à-dire que les gens ne mouraient plus, c'est grâce à nos chercheurs, mais c'était quand même les universités américaines qui n'ont rien trouvé, qui, elles, étaient considérées comme les premières du monde, les 10, 15, 20 premières du monde dans la recherche contre le sida. C'est pas normal, puisque l'important c'était de trouver, c'était pas de chercher, et en écrivant des articles dans des revues de catégorie je ne sais quoi. Voilà. Bien là, il faudrait aussi se battre sur la classification des revues scientifiques. Voilà une chose. Il y a toute une série de secteurs comme ça.